Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, philosophe et essayiste. On l'a vu, on a beaucoup de choses à voir avec nous ce soir. Il y a beaucoup de monde autour de la table. D'abord, pour commencer, nos révélations. Et je salue Dominique Rizet qui vient d'arriver sur ce plateau. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Nos révélations, et je voudrais vous entendre là-dessus sur ce que va raconter Dominique. Nos révélations sur l'attentat d'Arras qui a coûté la vie, on le sait, au professeur Dominique Bernard. Révélations sur le profil de l'assaillant, Mohamed Mogouchkov. Son comportement, et on le découvre ce soir, avait en réalité alerté l'Éducation nationale il y a 3 ans. L'Éducation nationale, parce qu'il avait fait l'objet, Michel, de signalements 2 fois, en février 2021, en avril 2022, la première fois par l'Éducation nationale, parce qu'il avait tenté d'intimider une enseignante. Alors, on fait un petit flashback. En novembre 2020, un élève agresse une professeure verbalement, parce qu'elle a osé parler de Samuel Paty. Cet élève est exclu. Quelque temps plus tard, l'enseignante est suivie dans la rue par quelqu'un qui n'est pas cet élève, mais elle va le revoir quelque temps après parce qu'il va entrer dans sa salle de classe. Elle a déposé plainte parce qu'elle était suivie. Lorsque ce jeune entre dans sa salle de classe, elle reconnaît l'homme qui l'a suivi dans la rue, c'est l'assaillant d'Arras, et il va la menacer. Donc, il va faire l'objet d'une première fiche de signalement, une fiche de signalement, le FSPRT, fiche des signalements pour radicalisation terroriste. Et puis, en avril 2022, donc il a 18 ans, 19 ans, il est scolarisé en BTS dans la même école, dans cette école-là. Et il est à nouveau signalé par un prof parce qu'il est absent assez souvent des cours. Et quand il est là, c'est pour dire à sa professeure: mon nom se prononce comme Kalachnikov, il s'appelle Mogouchkov. Est-ce que cet outil peut tuer? Est-ce que ce mélange est explosif? Ça veut dire que voilà le profil de cet homme qui avait été signalé. On sait déjà qu'il était suivi par la DGSI, on a tout ça, mais il avait été signalé par l'Éducation nationale. Oui, la DGSI, c'est juillet 2023, c'est plus tard. C'est juillet 2023, c'est bien plus tard. C'est plus tard. On se souvient, Michel Onfray, d'Emmanuel Macron disant il y a pas de faille. Les services de renseignement avaient repéré cet individu, avaient suivi cet individu. Il avait même été contrôlé par la police la veille. Est-ce qu'au regard des éléments qu'on apporte ce soir, vous vous dites il y a quelque chose, il faut creuser, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire? Il y a quelque chose qui ne va pas depuis des années. Pas seulement là, c'est-à-dire d'un seul coup, on a le projecteur braqué sur ce fait divers et d'un seul coup, on fait l'analyse et puis dans 3 jours, on va parler d'autre chose. On entend dans le 3e décapité, assassiné ou je ne sais quoi. Et puis on aura les mêmes réactions avec les mêmes hommes politiques qui nous diront que ça ne peut pas durer, que c'est impossible, etc. Mais arrêtons d'analyser ce qui se dit et analysons ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est rien. C'est rien du tout. C'est-à-dire, ce sont des grands mots, mais on fait quoi quand on a ce genre de problème? On demande aux enseignants de régler des problèmes de société. On demande aux enseignants de faire la police, de faire un travail de gendarmerie, de faire un travail de psychologue, voire de psychiatre, de faire un travail de police. Mais les enseignants, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour transmettre des contenus. Et d'un seul coup, on leur dit, mais vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et on leur dit, oui, mais moi, par exemple, je ne peux pas enseigner la Shoah. Mais moi, je ne peux pas enseigner l'évolutionnisme. Mais moi, je suis en train d'expliquer la différence entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Et on me dit, mais monsieur, vous dites n'importe quoi, la Terre est plate, elle n'est pas ronde, elle tourne pas, elle ne tourne pas autour du Soleil. Et que fait l'Éducation nationale? Pas de vague, on n'en parle pas. Parce que vous seriez raciste au cas où vous diriez des choses comme ça. Vous seriez fasciste, vous seriez nazi, vous seriez antisémite. J'y ai eu droit, moi, depuis des années. Quand on commence à dire que le réel, il est ainsi et pas autrement, immédiatement, vous avez des unes de journaux, vous avez des médias qui vous rendent la vie absolument impossible. C'est pas grave si on croit la vérité. J'ai la faiblesse d'y croire. Mais je veux dire que quand on a un salaire de prof et qu'on croit la vérité, mais qu'on n'a pas forcément envie de se faire égorger, qu'est-ce qu'on fait? On transmet l'information, qui est transmise, et ça se perd dans Pardon, la bureaucratie. Vous dites on n'a rien fait. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Comptons les lois antiterroristes, les lois autour de ces questions-là qui se sont ajoutées les unes après les autres, où on a systématiquement durci. Je pense notamment à ce qui s'est passé après les attentats de 2015 sous François Hollande. Gérald Darmanin, qu'on va entendre dans un instant, qui était sur ce plateau tout à l'heure, disait par exemple on a expulsé, ou j'ai expulsé, entre guillemets, plus de 400 radicalisés fichés depuis que je suis arrivé place Beauvau. Donc il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire que rien ne se fait.
Et je vous rappellerai que depuis 1992 et le traité de Maastricht, nous ne disposons plus de notre souveraineté. Ce qui fait la loi en France, c'est Bruxelles. C'est la CEDH qui fait la loi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire semblant de dire on fait des lois, on va réunir l'Assemblée nationale, et puis vous avez des textes de loi supplémentaires. Ça sert à quoi les textes de loi supplémentaires? Les textes de loi interdisent les manifestations pro-palestiniennes, elles ont lieu. Bien sûr, vous avez des textes. Alors oui, bien sûr, vous avez des textes. On vous dit cette manifestation est interdite. Et les gens viennent tout de même. Ça sert à quoi les textes? Vous avez les moyens de faire respecter les textes? Aujourd'hui, il n'y a plus les moyens de faire respecter les textes. La police n'est plus soutenue, la police n'est plus défendue, la gendarmerie non plus, l'armée non plus. Les gens qui voudraient faire leur travail correctement dans les tribunaux ne le peuvent plus non plus. Et puis si vous amenez... Tout d'accord. Évidemment. J'attendais le moment où ça allait réagir sur le plateau. Charles, juste une seconde. Alors attendez, Dominique Rizet. Tellement vrai que cette famille aurait dû être expulsée. Cette famille s'était signalée par ses comportements, elle aurait dû être expulsée. Mais des associations ont empêché son expulsion. Le Parti communiste français s'en est mêlé. Cette famille est restée en France jusqu'à ce que le papa, le père, soit expulsé en 2018, fiché S, radicalisé. Sont restés la maman, 3 fils, 2 filles. Oui, mais attendez, excusez-moi, mais genre, les associations... Attendez, juste une précision. Oui, mais... Juste une précision. Gérald Darmanin explique très bien que, par exemple... je sais, mais que, par exemple, il ne peut pas expulser quelqu'un, en l'occurrence Mogouchkov, l'assaillant d'Arras, parce que, notamment, il est arrivé en France avant ses 13 ans. Là, il aurait pu, mais c'était la famille qui ne pouvait pas partir. Et Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur... à cette époque-là, a dit effectivement, c'est vrai que j'ai vu passer ce dossier, mais on était en pleine affaire Leonarda, et c'était compliqué, donc tout le monde s'est tu, et cette famille est restée. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que ce garçon a tué le professeur d'Arras. Manuel Valls a même été plus loin. Manuel Valls a dit qu'ils étaient bien intégrés, qu'ils participaient aux cours, que tout se passait bien. Oui, mais apparemment ce jeune Mogouchkov a dérivé à un moment donné. Non, moi je peux pas. J'entends ce que dit Michel Onfray. Il y a des choses vraies, mais en revanche dire que d'abord que je sais pas ce que vous avez dit sur les manifestations interdites. Il n'y avait pas de loi interdisant les manifestations pour la Palestine. Il y a eu une décision gouvernementale de Darmanin, qu'on peut soutenir ou pas, cette décision d'interdire ces manifestations, qui a été censurée par le Conseil d'État à la suite de recours. Donc ça a pas vraiment, c'est pas une loi qui interdirait des manifestations et qui serait violée par des gens qui iraient manifester quand même. Il y a la possibilité pour les préfets de se réclamer de loi dans la mesure où il y a trouble à l'ordre public. Je comprends, mais en l'occurrence, Darmanin en a rajouté en imposant une interdiction générale de manifester pour la cause palestinienne. Encore une fois, moi, je pense pas qu'il aurait dû faire ça d'ailleurs, mais bon. Et il se trouve qu'il n'y a pas eu de manifestation d'ampleur en violation de cette décision de Darmanin. Il y a eu une manifestation ce soir. Il y a eu ce soir une manifestation. Ça commence quand l'ampleur? Mais non, mais les gens qui défendent le Hamas, quand même. Il faut qu'il soit combien? Pro-palestinien, c'est pas défendre le Hamas. Vous voyez bien. Oui, non, mais c'est juste ce que vous disiez. Mais non, mais à partir de quand ça devient obscène? On est d'accord que ce soir, par exemple, ce qui était tout à fait horrible, c'est qu'il y a une grande manifestation où peut-être qu'on diffusera les images à un moment. Vous aviez les manifestants qui criaient Allah Akbar. C'est sûr qu'on a connu mieux en termes de manifestation. Mais ça, excuse-moi, mais dans l'état de droit, tu ne peux pas attaquer des gens qui disent Allah Akbar. Si, je suis désolé. Ah bon? Oui, je trouve que dans le contexte, pour moi, c'est de l'apologie du terrorisme. Montre-moi l'article du code pénal qui dit. Alors attendez, je suis désolé, dans le contexte, oui. Attendez, Charles, je voudrais qu'on revienne à Mogouchkov, parce que tout à l'heure, Gérald Darmanin, sur ce plateau, disait « Il nous faut une nouvelle loi immigration, qui va arriver en novembre au Sénat et en décembre à l'Assemblée. Et avec cette nouvelle loi, d'après le ministre de l'Intérieur, un cas comme Mogouchkov aurait été expulsé, aurait pu l'être. Plutôt, on écoute le ministre. Elle aurait permis d'expulser cette personne lorsqu'il a tapé sa maman et qu'il était mis en garde à vue en violence intrafamiliale. Est-ce que s'il était simplement accusé sans condamnation pour violence intrafamiliale, est-ce qu'il aurait pu être expulsé? La réponse est oui. Article 10 du projet de loi que je présente devant le Parlement. Si quelqu'un trouble l'ordre public, ça veut pas dire qu'il est condamné, trouble l'ordre public, il s'en prend un policier, il violente sa femme, il trafique de la drogue, il trouble l'ordre public, il peut être expulsé du territoire national. Aujourd'hui, je n'ai pas cette mesure.
Donc, pour répondre très concrètement à votre question, puisque l'année 2021 était la même année où il a à la fois troublé, il a agressé, entre guillemets, sa professeure, et en même temps, il a agressé sa mère, nous aurions pu, à l'époque, l'expulser. Aujourd'hui, que les Français le comprennent, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il faut encore durcir la loi ? Mais ça sert à rien de durcir la loi, ce sont des effets de menton, là. Quand on n'a pas les moyens de faire respecter la loi, ça sert à quoi qu'on ajoute des lois aux lois ? D'accord, on va refaire des lois et après, il faut que la police, il faut que la justice, il faut que les tribunaux, il faut que les maisons d'arrêt puissent suivre. Mais ça sert à rien. Vous allez voir quoi ? Vous allez voir des gens qui vont se retrouver au tribunal. On va leur faire quoi ? Un rappel à la loi. On va leur Mais dire, typiquement, quand le ministre vous dit avec la nouvelle loi, on aurait pu expulser un cas comme ça. Nouvelle loi, ça y est, voilà. Il faut frapper sa maman, comme dit Darmanin là. Et donc, quand on frappe sa maman, il se passe quoi ? Vous allez au tribunal, il se passe quoi quand on frappe sa maman et qu'on crie Allah Akbar ? Un rappel à l'ordre, parce que la loi ne permet pas plus que ceci ou plus que ça. Mais précisément, là, il vous dit, ce serait terminé. Il n'y aurait plus cette excuse-là, et on pourrait renvoyer cette personne. Mais ça fait 30 ans qu'il y a un logiciel qui est immigrationniste, qui est défendu par l'Europe, et qui rend tout ça possible. Et l'autre jour, on entend Gérard Larcher dire « on a été un peu naïf, tout le monde a été responsable et coupable ». Mais non. Pour vous, c'est pas de la naïveté. Mais je comprends que les Républicains ou que la gauche puissent aujourd'hui dire « on n'est pas d'accord, on pinaille, il n'y a pas eu ceci, on peut dire cela, etc. » Enfin, il y a un moment donné, il va quand même falloir dire qui a rendu cet état des choses possible. Si on fait un travail de philosophie plutôt que de moraliste, on dit « ah, c'est bien, c'est pas bien, je suis contre, je suis pas contre. » On relève juste quand il y a des inexactitudes, Michel Onfray, c'est tout. Non, mais je vous ai dit que quand ça troublait l'ordre public, quand vous dites le ministre de l'Intérieur a dit exactement la même chose que ce que je disais. Donc, je n'ai pas l'impression de c'est dommage. Je dis simplement que quand les Républicains, la gauche, etc., pendant des années ont traité de fascistes, quiconque disait qu'il y avait des problèmes de cette nature-là, continue aujourd'hui. Mais les Républicains n'ont jamais traité des gens de fascistes parce qu'ils dénonçaient. Non, mais ils ont été quelquefois très prudents et très mesurés, Charles. Mais vous dites n'importe quoi. Je suis désolé de vous dire que vous dites absolument n'importe quoi. Vous pensez que Juppé était un grand résistant, par exemple, qu'il y avait beaucoup de choses qui le distinguaient de François Hollande. Juppé, c'est la gauche de la droite. Ah ben oui, c'est ça. Par exemple, sur la question... Attendez. Non, je voudrais entendre Pablo. On n'a pas encore entendu Pablo, et après je vous donne la parole, Charles. Pablo. En fait, je comprends pas, parce que le problème avec l'affaire Mogouchkov, c'est qu'en fait, on prend tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, à la fin, effectivement, il a tué, et donc, dès qu'il avait 11 ans, il aurait fallu qu'on sache que 10 ans après ou 9 ans après, il allait tuer. Mais c'est impossible. Moi, je pense, en revanche, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez des gens qui ont les signalements qu'a eu ce monsieur Mogouchkov, alors, oui, il faut agir. Pas forcément en l'expulsant. Je veux pas à quoi ça va servir de l'expulser. Si c'est pour le renvoyer là-bas et qu'il revienne avec une bombe 2 ans après, ça n'a aucune utilité. En revanche, il faut que la République y apporte une réponse. Et cette réponse, je pense que ce n'est pas, je pense que c'est pas ça. Non, c'est pas la réponse. Il vient pas de Tchétchénie, il vient d'Ingouchi. Un enfant, en fait, un gamin, en fait, qui est arrivé à en dessous de 13 ans en France et qui a fait toute sa scolarité en France, c'est un petit garçon français. Eh bien oui, exactement. Et donc c'est la République, en fait, qui doit s'interroger, qui doit dire qu'est-ce qu'on a foiré, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé le voir, je sais pas, avec des assistants sociaux, des psychologues, et essayer de le déradicaliser. On doit le déradicaliser. Dominique, attendez juste, là on parle d'étrangers, mais ils sont pas tous étrangers, les terroristes. Donc parfois vous pouvez pas les renvoyer, et il faut quand même trouver une solution. Pablo, on parle dans le vide. Charles, on parle dans le vide. Cette famille, à un moment, s'est signalée, aurait dû partir. Elle était au pied de l'avion, elle devait s'en aller. Des associations, c'est factuel, des associations ont dit non, on les défend. Un parti politique, c'est le PCF, mais je ne vise pas un parti politique a dit non, ils ne partiront pas. Et toute cette famille n'est pas partie. Et aujourd'hui est arrivé ce qui est arrivé. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est le fait d'un seul homme de 20 ans. Vous dites cas concret, très bien. J'en soumets d'autres. Ce soir, Gabriel Attal dit on a dans nos écoles plusieurs dizaines d'élèves qui sont fichés. On va pas se dire toutes les familles. Attendez, qui sont fichés, qui sont radicalisés. Nous allons voir avec Gérald Darmanin comment sortir ces élèves-là de l'école. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces élèves-là, Michel Onfray ? Parce que, comme le disait Pablo Piovivien, ils ne sont pas tous étrangers. La majorité d'entre eux même sont sans doute français. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces profils-là qui sont suivis, surveillés ? Binationaux. Pas forcément. Certains. Pas forcément. La plupart, oui. Comment on sait ça ? Là, on n'en sait rien, Dominique Rizet. On n'en sait rien. Mais c'est même pas la question. Là, mais la question, c'est comment est-ce qu'on... OK, le ministre dit on va voir comment on les sort de l'école, et après
Mais c'est la bonne question, à l'évidence, parce que si on les sort de l'école, parce qu'on dit, il a été mis à la porte pendant 3 jours, mais formidable pendant 3 jours, il va pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, puis après il recommence. Et il revient, il insulte, et on va faire quoi ? Moi, je suis d'une époque où j'ai fait 4 ans d'orphelinat et j'ai fait aussi dans l'infanterie de marine un certain nombre de semaines. J'ai pas fait mon service militaire pour des raisons de santé. Je l'ai pas fini, pas pour des raisons de santé mentale. Moi, je voulais le faire. J'ai pas fait semblant d'avoir des problèmes. Et à l'époque, j'étais pas délinquant. Encore aujourd'hui, je ne suis pas. Mais je veux dire que la discipline, ça existait. On pouvait calmer des gens. On pouvait les calmer. On pouvait les socialiser, même pas les re-socialiser. Quand ils n'ont pas été socialisés, il s'agit de le faire. Moi, je ne serais pas contre le fait qu'il y ait des internats dans lesquels on apprendrait un certain nombre de choses, dans lesquels on calmerait un certain nombre d'individus, dans lesquels on leur ferait savoir qu'un groupe, c'est pas une individualité, qu'on n'a pas tous les droits, qu'on se lève pas quand on veut, comme on veut, qu'on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Je vous assure que... Et puis après, il ne s'agit pas de donner des coups de schlag, il ne s'agit pas de refaire des bagnes, entendons-nous bien. Je dis simplement que si vous resocialisez en grimpant des montagnes, en traversant la mer, en faisant des marches dans le désert, ou en disant le physique va être là, mais on va refabriquer des communautés, et vous allez voir, et vous allez m'obéir, parce que c'est moi qui vais m'occuper de vous, etc. C'est beaucoup mieux que de les mettre en prison. Dans les prisons, on met des gens qui ne devraient pas s'y trouver, des gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. Il y a des gens qui... quand même que les expulser. Alors, je vais prendre un risque, mais j'ai l'impression que Pablo Piovivien est d'accord avec vous. Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quand même plus républicain que de dire on va les expulser ou on va les foutre en tôle. Bon, là, il y a une proposition. On expulse ceux qui sont expulsables, les citoyens français restent, on rétablit le service national dans un sens civique et rééducateur, et les éléments les plus perturbateurs, on les garde. Et je dis bravo parce que la prison ne résout rien. C'est une grosse erreur de Chirac d'avoir supprimé le service national qui était en plus un instrument de mesure sociologique. On rétablit l'autorité de la République. Je trouve que ce soir, Michel Onfray, que je connais, a été très modéré. La démission de la République en termes de sécurité... Attendez, vous allez au-delà de ce qu'a dit Michel Onfray. Parce que je parle à des policiers responsables qui n'osent pas s'exprimer, qui disent on a démissionné, et pourvu... Attendez, qui a démissionné ? La République a démissionné parce qu'une idéologie un petit peu tiers-mondiste, laxiste, soi-disant humaniste, a dit on ne peut pas traiter des gens qui viennent en France se réfugier. Ces gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit d'asile a été inventé par les révolutionnaires pour protéger ceux qui partagent leurs idées de la Révolution en France, pas pour accueillir les gens qui détestent la République, qui haïssent notre démocratie, qui veulent notre destruction, et que des idéologues dits de gauche accueillent comme des victimes du capitalisme mondialisé. Voilà. Donc on va mettre les mots comme il faut les dire, et l'autorité de la République va se rétablir dans toute sa fermeté, dans le respect du droit, le plus légalement, et on fera de ces enfants perdus des citoyens exemplaires. Et ceux qui ne veulent pas, ils iront ailleurs. Pourquoi il n'y a pas ces attentats en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, non. Non, mais bien sûr. Non, en Royaume-Uni. Non. En Espagne, à Madrid, mais vous vous moquez de qui ? De quoi ? Il y en a eu un, c'est terminé, je peux te dire qu'en Espagne... Non, ce qui se passe aujourd'hui, là, en Espagne, les familles tchétchènes suspectes, elles n'y seraient plus. Ni en Italie, ni en Hongrie, la Belgique, parce qu'ils pensent un peu comme nous, les autres pays. Pourquoi il n'y a pas d'attentat à Tokyo, qui est un pays capitaliste ? Pourquoi il y a des démocraties... Le Premier ministre a failli se faire assassiner en France, ça va pas, non ? Il y a des attentats au Japon, bien sûr. Non, de cette nature. C'est-à-dire de gens qu'on a accueillis dans le pays d'accueil et qui se retournent contre les gens qui vous ont accueillis. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est pas la majorité. Les attentats en France, la majorité, c'est pas des étrangers qui les commettent. Mais des nationaux. Mais je te dis, c'est ça le problème. Nous avons en France aujourd'hui une marge qui fait penser à ces gens qu'ils peuvent passer à l'acte et qui seront défendus par des associations qui iront manifester dans la rue pour dire que c'est eux les victimes et que c'est nous qui défendons la République, l'état de droit et la citoyenneté qui sont des salauds. En revanche, on est dans un état de droit, effectivement. On ne l'est plus dans un état de droit. Et y compris, moi, vous savez, quand je vois que quand les terroristes sont jugés, moi, je me dis, c'est l'honneur de la République. Évidemment, ça nous fait du mal, etc. Mais quand les terroristes sont jugés dans des tribunaux, moi, je me dis, c'est l'honneur de notre République, c'est l'honneur de notre démocratie, en fait, de réussir à les juger. En France, c'est les profs qui sont poignardés et qui crèvent. Oui, c'est pas les et c'est vrai, c'est pas Michel Onfray, est-ce que vous vous rangez du côté de Perico Légas ? Mais il se range de mon côté, donc évidemment. Visiblement, il allait plus loin que ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais je pense que pour répondre un peu à Pablo, je pense que on accable beaucoup l'islam, mais il n'y a pas de problème avec l'islam indonésien, par exemple. Il se passe quoi avec l'islam ? Il se passe moins un problème avec l'islam qu'avec l'islam maghrébin, c'est-à-dire avec l'histoire que nous avons entretenue avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Afrique du Nord. On n'est plus avec l'islamisme ou le terrorisme islamiste. Avec un islam africain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème avec l'islam asiatique, par exemple. Il n'y a aucun problème avec l'islam des gens qui le pratiquent. Je suis désolé. Il y a un islam apaisé, Pablo, il y a un islam apaisé. Non, mais je suis désolé, mais il dit islam africain. Vous dites islam africain, je suis désolé. Ou islam maghrébin. Je suis désolé, il y a plein de gens qui se disent. Ce que vous dit Pablo, le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme.
Voilà. Non, mais je dis, on a un problème avec la guerre d'Algérie, s'il faut dire clairement, ou le dire autrement. Je pense simplement que depuis 62, on a l'impression qu'elle n'est pas finie, cette guerre. Et on a l'impression qu'on va demander des excuses en permanence. Nous avons un comportement avec l'Algérie, parce que derrière les musulmans, il y a des Arabes, c'est-à-dire un grand peuple. Des gens qui ont le sens de l'honneur, de la dignité, de la parole donnée. Encore tout. Non, je mélange justement pas, je suis en train de vous parler de l'Algérie. Oui, non, mais je suis d'accord, on n'a pas terminé la question algérienne n'est pas terminée. Je suis en train de vous dire qu'il faut être un peu subtil et de croire que quand on est arabe, on n'est pas forcément musulman. Quand on est musulman, on n'est pas arabe. Si on peut faire passer cette idée, déjà, c'est pas inintéressant. Quand on ajoute que quand on est musulman et qu'on est arabe et qu'on est algérien et qu'il y a eu le passif de la guerre d'Algérie, il y a cette idée. Moi, je suis allé en Algérie au moment où j'ai fait mon livre sur Camus. J'ai regardé la télévision, j'avais l'impression que la guerre d'Algérie n'était pas finie. Et on nous fait toujours le coup la France doit être responsable de l'état de déshérence dans lequel nous nous trouvons. Mais attendez, depuis 62, ils sont autonomes. Ils ont leur indépendance, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, il y a une mafia qui est sur place, et ils sont toujours en train de dire... Là, on est en train de s'écarter largement de Bogoutchkov, notamment. De notre point de départ de Bogoutchkov, on s'en écarte. Non, parce que le sentiment contre la France, moi je suis d'accord pour le coup avec ce que dit Michel Onfray, dans une certaine jeunesse française, et notamment chez des jeunes Français de confession musulmane, il peut y avoir un rejet de la France en tant que éternel criminel de la colonisation, de la guerre d'Algérie, etc. C'est vrai que c'est un phénomène. Si vous voulez qu'on revienne sur la... Ils viennent de rajouter un couplet à leur hymne national. Ils viennent de rajouter un couplet à leur hymne national, rappelant que la France est un ennemi. À l'endroit de la France. En fait, là, excusez-moi, mais vous mélangez absolument tout. Sur quoi est appuyé? Non, mais la jeunesse issue de l'immigration algérienne serait anti-française. On n'a pas réglé le problème, Pablo. Non, mais je ne sais pas en fait d'où vous tirez ça. On n'a pas réglé le problème. C'est au pif? Non. Tu te souviens du match Non, mais moi je sais, j'ai lu les documents qui ont été faits par Pierre algérienne qui sort. Il faut être lucide. L'islamisme, c'est un. Mais Pablo, donne-moi des faits, donne-moi des statistiques. Donne-moi des études. C'est pas parce qu'on est à la télévision qu'on doit s'interdire de réfléchir. L'islamisme, il prospère sur un certain terreau. C'est une idéologie radicale, offensive, qui diffuse des contenus sur Telegram, sur YouTube, et qui cherche des âmes fragiles à conquérir. Qu'elle trouve. Et ces âmes, comment elle les trouve? Notamment chez les gens qui pensent que l'Occident en général, et la France en particulier, mais pour ça, d'ailleurs, Israël, c'est ça aussi. Israël, c'est l'Occident coupable. Israël, c'est la perpétuation, si vous voulez, de l'Occident qui opprime. On viendra à Israël dans une seconde. On viendra à Israël dans une seconde. On n'a pas entendu Lise. Allez-y, Lise. J'aimerais qu'on s'interroge quand même sur la responsabilité de l'État français, parce que là, on a l'impression simplement qu'on accable ces jeunes issus de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour leur donner un sentiment d'enracinement dans notre pays? Ce sont des enfants qui, pour la plupart du temps, quand ils vont au bled, en fait, ils ne se sentent pas du tout accueillis là-bas, ils ne se sentent pas du tout algériens, et quand ils sont en France, ils ne se sentent pas non plus français. Qu'est-ce qu'on a, avec l'éducation nationale, à proposer à ces enfants pour qu'ils se sentent pleinement appartenir à une histoire et à un commun? Ça, c'est une question, je pense, à laquelle leurs grands-pères l'ont été, qui sont des Français exemplaires et qui sont révoltés contre le comportement d'une certaine génération d'enfants d'immigrés qui n'ont refusé l'intégration, alors que les anciens... Mais la question que vous posez, Gilles, c'est qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que la société française a raté? Le degré d'intégration pour des raisons idéologiques dû à une dérive des intellectuels de gauche, on a dit l'assimilation, l'intégration non. On leur donne honte de ce qu'ils sont. Donc doucement sur l'intégration. Et l'école, qui était l'instrument d'intégration qui a fait la force de la France et de la République, a été désarmée dans son pouvoir d'intégration parce qu'il y avait des idéologues de gauche qui disaient non, il faut leur laisser dans leur identité, leurs croyances. On est coupable de les avoir exploités pendant 130 ans. Et peut-être aussi qu'à un moment, il faut faire un choix de vie. On choisit. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors attendez, là le problème c'est qu'on continue en fait de les stigmatiser, de dire en fait voyez ils sont différents. Mais non pas du tout. Vous arrêtez pas. Mais c'est ce que vous les désintégrer, moi je veux les intégrer. Bon voilà la jeunesse, machin. Non le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement il y a une partie de la jeunesse en fait qui vit dans des quartiers genre où c'est très compliqué en fait de s'intégrer parce qu'il n'y a pas de service public, parce que genre ils ont une éducation nationale où en fait ils sont moins bien lotis que les petits Parisiens que moi par exemple j'ai été et que c'est insupportable et que cette inégalité est insupportable. Donc évidemment, au bout d'un moment, il est normal qu'ils aillent chercher... Le patronat les a fait venir pour les exploiter. Oui, aussi. Mais c'est vrai. Le patronat continue de les exploiter. Et le patronat continue de les exploiter. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui joue, qui fait des commentaires et qui est connue, reconnue, aimée, adorée, adulée. On avance, Dominique. Dans un instant, on parlera, vous l'évoquez, du Proche-Orient, de ce qui se passe ce soir entre Israël et Gaza, avec les choses qui semblent peut-être
on va rester prudent, s'accélérer. Le ministre israélien de la Défense dit ce soir que l'ordre d'entrée dans Gaza va arriver. On l'entendra, on va y revenir. Mais d'abord, et en lien avec ce que l'on vient de dire, en lien avec ce qui se passe là-bas, il y a cette polémique, cet affrontement à distance entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Je rappelle le point de départ, ce tweet de Karim Benzema de soutien au peuple palestinien, aux civils palestiniens. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Pour Gérald Darmanin, ce soutien, ou plutôt l'absence de message au moment de l'attaque du Hamas, est un signe de plus, pour le ministre donc, de la dérive de Karim Benzema, qu'il accuse d'être proche des frères musulmans. Benzema pourrait porter plainte contre le ministre. Gérald Darmanin sur BFM TV ce soir. Mais M. Benzema, il est français, mais j'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'ai le droit de combattre l'idée que quand on tweete sur les civils palestiniens, et je suis évidemment le premier choqué de ce qui se passe pour les civils palestiniens, c'est extrêmement étonnant, je trouve, de ne pas tweeter sur les 1300 morts du Hamas islamiste en Israël et de ne pas tweeter pour l'assassinat du professeur. Il y a des gens qui choisissent de ne pas tweeter du tout. On respecte ce silence. Après tout, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, on n'est pas obligé de donner son avis sur tout. Mais vous constaterez que c'est une sélectivité qui pose question. Quand on a une parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, a des liens, et malheureusement, avec des personnes qui se sont parfois réjouies l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, je souhaite que si jamais ces propos devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que, voilà, quand on tweete, et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on ne puisse pas avoir une indignation sélective. Michel Onfray, est-ce que comme Gérald Darmanin, le comportement, le message de Karim Benzema vous pose problème ? Il faut mettre tout en relation, c'est-à-dire qu'effectivement, les silences, parfois, parlent plus que des messages. C'est-à-dire que s'il avait fait un premier message concernant les massacres des Israéliens, puis ce second message dans lequel il aurait eu un souci du peuple palestinien, ce que je peux comprendre, qu'il puisse avoir le souci des populations civiles en Palestine, le peuple palestinien, c'est pas le Hamas. Il y a même des gens qui résistent au Hamas, et l'idée qu'on puisse toucher un peuple alors qu'on veut toucher des responsables politiques qui, eux, sont probablement ailleurs, introuvables, déjà disparus, etc. Je peux comprendre qu'on le dise. Mais simplement, quand il y a juste la moitié d'une information, on a le droit, comme le fait Gérald Darmanin, de faire savoir qu'il y a des gens qui ont des indignations sélectives. Et tous ces gens qui sont des pétitionnaires habituellement, que ce soit des comédiens, les artistes, les gens du cinéma, du showbiz, etc., et qui passent leur temps à tweeter. Moi, j'ai pas de compte Twitter, mais qui font 10 tweets par jour. On se dit, tiens, c'est étonnant, sur un sujet comme celui-ci, un peu majeur. Vous dites que certains se sont planqués. Je le dis clairement, oui, effectivement. Des silences font sens. Il y a des silences qui parlent très fort, je trouve. Et il y a des gens qui commentent tout en permanence sur le compte Twitter. En permanence, le matin, ils se réveillent, ils commencent à faire un truc. Le soir, ils en ont fait 20 dans la journée. Et là, vous dites, il y a un trou. Sur ce sujet, rien n'est dit. En revanche, sur un autre sujet, donc les gens qui, effectivement, ont des pensées sélectives empathiques à l'endroit du peuple palestinien, ce que je peux comprendre, mais qui n'en ont pas eu à l'endroit du peuple israélien, mettons ça en relation, oui. Mais est-ce que ça vaut, comment dire, est-ce que ça mérite d'aller jusqu'à dire, Karim Benzema s'est rapproché, c'est notoire, des frères musulmans, regardez, il tweet aussi la prière, le jeûne, quand il va à la Mecque, etc., ce que font quand même un certain nombre de musulmans assez régulièrement. Est-ce que tout ça vaut le fait de dire, regardez, il s'est rapproché des frères musulmans? Quand on est ministre de l'Intérieur, on a des informations que les autres n'ont pas. Il semble faire état d'informations que nous n'aurions pas. Il n'a pas le droit de dire c'est notoire. Si c'est notoire, qu'ils le disent. Alors, dans les éléments qui sont... Si c'est notoire qu'ils le disent précisément, ils donnent des preuves. Oui, mais les éléments qui sont donnés aujourd'hui par l'entourage du ministre de l'Intérieur pour expliquer cette déclaration autour des frères musulmans, c'est de dire effectivement que Karim Benzema avait refusé visiblement de chanter la Marseillaise. Karim Benzema a fait du prosélytisme en montrant qu'il priait, qu'il jeûnait, qu'il faisait le pèlerinage de la Mecque, etc. Est-ce que ces éléments-là sont constitutifs d'eux? Et je vais aller plus loin dans la question, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup sans doute de musulmans, de jeunes musulmans qui suivent Karim Benzema, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a sans doute le même comportement que nous, ou en tout cas prier, faire le jeûne, etc. Est-ce que ça fait pour autant de nous des proches des frères musulmans? Il y a peut-être une marge. Alors prier, jeûner, c'est une chose. Il a le droit. Cracher pendant la Marseillaise, c'est autre chose. Simplement, on ne fait pas l'analyse de ce moment-là.
Et on a besoin de lui comme footballeur. Tout le monde est très heureux de l'avoir comme footballeur. Et quand il crache, et au moment de la Marseillaise, personne ne va dire on va faire un problème. Parce que le seul, je sais pas qui est le sélectionneur, je connais pas le football, mais enfin, je veux dire, le sélectionneur à ce moment-là, il veut pas avoir d'ennui, il veut pas avoir de problème, il veut pas passer pour un salaud dans toute la presse, donc il dit rien, il crache, et il dira non, c'est à l'insu de mon plein gré, quoi. J'ai craché, j'ai pas vu que c'était un moment. Mais qu'est-ce que vous allez prouver avec ça? Et il y a en permanence il y a deux gestes de ce type-là. En fait, que Michel Onfray pense ça, il est tout à fait libre de le penser. Il a un avis sur Karim Benzema, mais là, on parle quand même du ministre de l'Intérieur. Oui. En fait, c'est une personne qui est garante normalement des institutions et du respect des institutions. Comme vous l'avez dit, Gérald Darmanin, il est censé avoir des informations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répond à une rumeur. Il dit c'est notoire, tout le monde sait que. Et ça, c'est pas possible. Et en plus, il répond à une rumeur qui est particulièrement pernicieuse parce qu'il inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, il est frère musulman, alors que, ou il est proche des frères musulmans, alors que Karim Benzema, par la voix de son avocat, a dit qu'il n'était pas du tout proche des frères musulmans. Donc, comment vous voulez en fait prouver ce que vous n'êtes pas? C'est comme si disait Maxime, vous êtes parti sur la Lune il y a 3 jours. Si vous n'êtes pas parti sur la Lune, comment vous allez me prouver que vous n'êtes jamais allé sur la Lune? Normalement, quand on accuse quelqu'un, on arrive avec des preuves. Surtout quand on est ministre de l'Intérieur. On n'est pas obligé d'être naïf. Moi, j'invite nos téléspectateurs à consulter sur ce sujet qui, somme toute, est pas, peut-être quand même pas passionnant, comment dire, le prosélytisme de Karim Benzema, qui moi me paraît quelques évident. millions de personnes qui suivent Karim Benzema. Bon. Alors voilà, c'est l'époque en effet. L'époque fait qu'il faut s'intéresser au prosélytisme de Benzema qui moi me paraît évident. Il y a un trade, je déteste d'ailleurs les trades d'habitude, mais bon, de Florence Blaclair, la chercheuse qu'on avait reçue ici, cher Maxime. Et j'en cite une partie. Oui, mais quand même, moi je trouve que sur le sujet, voilà. Elle parle de Benzema, elle dit « Il sait que ses interventions sont scrutées par ses 20 millions de followers sur Twitter. Quand il approuve sur un réseau social le message du champion russe de MMA Nurmagomedov, appelant au châtiment des caricaturistes, il ne peut ignorer la responsabilité publique qu'il a auprès de ses millions d'abonnés. Il sait que son soutien aux Palestiniens a pris un silence sur les massacres du Hamas en Israël, sur le tueur d'Arras. Le terroriste de Bruxelles indique à ses fans la position qu'il faut tenir. C'est clairement un influenceur. » Donc c'est ça en fait, je trouve, moi, qu'on peut lui reprocher, c'est que sous couvert de simplement afficher une pratique assidue de l'islam, en réalité, l'air de rien, il va soutenir quelqu'un qui veut châtier les caricaturistes, il va avoir un mot que pour les victimes d'Israël et aucun pour les victimes du Hamas, et donc ces 20 millions de followers et davantage encore, ils vont se dire, voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est ça qui est insidieux et qui existe derrière. Mais c'est incroyable. Ils pensent déjà, ils ont déjà leur pensée. Ils n'attendent pas d'avoir la bonne parole de Karim Benzema pour savoir ce qu'ils doivent penser. S'ils considèrent que l'islam qui est prôné et qui serait, parce que je ne suis pas spécialement au courant de l'islam que prône exactement Karim Benzema, je ne savais pas que c'était non plus un imam. Bon, ça, chacun est libre. En fait, c'est ça qui est absurde, c'est de tomber dans le piège de Gérald Darmanin qui détourne notre attention pour parler d'une star, qui, par ailleurs, certes, on sait très bien que son message, son silence plutôt sur Israël et sur l'attaque d'Arras n'est pas anodine. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ça? C'est pas rien quand même. Mais c'est pas anodin, c'est qu'il a le droit d'avoir, en fait, on a le droit de pleurer pour ce qu'on veut. Vous vous rendez compte que, bien sûr qu'on a le droit de pleurer pour ce qu'on veut. D'accord, donc on a le droit de préférer certaines victimes à d'autres. Donc c'est-à-dire que justement le reproche. Mais la question, c'est que pourquoi est-ce qu'on en fait un symbole politique aujourd'hui? Parce qu'on sait, en fait, on sait pas comment répondre à cette question, et donc on est obligé d'aller chercher des symboles, des chiffons, des poupées à agiter pour dire voilà qui sont les méchants. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Parce qu'on a des milliers de gens. Est-ce que toi tu pleures depuis 75 ans en fait sur la misère du peuple palestinien? Oui, si, bien sûr que oui. Moi, je pleure pour toutes les victimes de tous les conflits et je fais pas de distinction. Tant mieux, j'ai regardé si ça fait des tweets là depuis je sais pas combien de temps. Mais moi, je suis pas un dégénéré qui fait des tweets toute la journée, donc non, je n'ai fait un tweet ni dans un sens ni dans un autre. Encore un élément sur cette polémique-là. C'est ce tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure, tweet de soutien à Karim Benzema. Bonjour Monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de Français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. Petit-fils de gens traités eux aussi de Français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient Français depuis moins de 10 ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas.
Alors, c'est ce qu'on peut penser de Jean-Luc Mélenchon désormais pour les gens qui avaient besoin de nouvelles preuves. Ouais, C'est-à-dire il a le mérite de ça. Ça paraît clair quand même. Si on était en train de pinailler, en train de se dire, ouais, peut-être que c'est un silence, on va commenter un silence, on a le droit de pleurer qui l'on veut, etc. Là, c'est un soutien qui vaut très précisément grille de lecture. C'est une grille de lecture qui dit, oui, d'accord, défendez le peuple palestinien et le Hamas, et puis, effectivement, les Juifs l'ont bien mérité. Il n'a pas défendu le Hamas. Hein. Les Juifs ont bien mérité. Qui Jean-Luc Mélenchon dit pas les Juifs ont bien mérité. Non, mais en fait, vous voyez, vous dites n'importe quoi. Enfin. Mais simplement, si vous n'êtes pas capable de lire entre les lignes, il faut vous y mettre. Mais simplement, il n'y a pas que les phrases. Il y a des choses qui sont dites quand même. Hein. Les exégèses qui partent n'importe où, ça veut aussi dire. Moi aussi, je peux lire entre les lignes et dire bon, bah voilà, Michel Onfray a dit que c'était un fasciste. Ça, entre les lignes, c'est un fasciste. Vous n'arrêtez pas de le dire. Donc, non, je n'ai pas dit. Pour vous gêner beaucoup de le dire ce soir, ça fait des années que vos copains le disent. Donc, c'est pas une nouvelle, ça. Donc, vous le faites. Et vous n'allez même pas chercher entre les lignes, vous allez chercher au-delà. Vous êtes capable de faire des procès d'intention. On n'est pas tenu avec, votre famille, si vous attendez que je finisse ma phrase. Vous êtes capable de faire des procès d'intention. Là, on est juste capable de dire que l'ami de son ami est son ami dans cette aventure. Et qu'effectivement, quand il nous dit ces choses-là, Mélenchon, depuis un certain nombre de jours, là, on commence à comprendre, pour les gens qui ont l'esprit un peu ouvert, ou du moins qui avaient besoin de comprendre, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines qu'on comprend qui il est, ce monsieur Mélenchon. Et là, d'un seul coup, il dit, au cas où vous n'auriez pas compris, je vous en remets une couche. Et je vous en remets une couche en disant, oui, on a le droit de choisir qui l'on pleure, comme vous le dites, et on va pleurer les gens qui soutiennent le Hamas, mais sûrement pas les Juifs. Oui, je dis ça, parce que, effectivement, si on est capable de comprendre... Le peuple palestinien, enfin, vraiment, c'est important. Oui, c'est vous avez bien raison de distinguer tout ça, effectivement, il n'y a aucun problème. Il y a une législation française. Le Hamas n'existe pas, il y a juste un peuple palestinien. Le Hamas existe, et c'est une organisation terroriste. En revanche, c'est distinct du peuple palestinien. Non, mais on comprend bien l'artifice rhétorique. Non, mais le problème, je vous donne la parole dans un instant, Perico. Le problème, je vous ai lu notamment aujourd'hui dans le Figaro, Michel Onfray, c'est que vous dites que l'islamo-gauchisme, dans lequel vous mettez Jean-Luc Mélenchon, est un fascisme. À partir du moment où vous traitez votre adversaire politique de fasciste, ça s'arrête là, en fait. À la discussion, tout s'arrête là. Non, mais on l'a traité de fasciste, alors il fait pas. Quand on en arrive tout de suite à ce point-là, c'est terminé. Non, on l'a traité de fasciste, il a dit. C'est ce que vous avez dit. Non, bah oui, régulièrement, depuis des années. Moi, je suis de ceux qui disent que on va pas arrêter le totalitarisme à Adolf Hitler et à Staline. Il y a un totalitarisme aujourd'hui. Je dis également avec le fascisme que c'est pas une essence platonicienne. C'est pas une essence platonicienne en disant il y a un F majuscule, il y a écrit fasciste, et un fasciste, c'est quelqu'un qui a eu sa carte au parti nazi, ou qui a soutenu Mussolini, ou Vichy, ou etc. Je fais un travail de philosophe, j'ai fait 2 livres là-dessus, sur la question du totalitarisme, par exemple, 1984 d'Orwell, ça s'appelle Théorie de la dictature, où je dis mais arrêtez de croire que parce qu'on parle de totalitarisme aujourd'hui, il faudrait qu'on soit dans la logique stalinienne ou dans une logique maoïste ou je ne sais quoi. Le fascisme n'est pas à essentialiser. Le fascisme ne croit pas à la démocratie, il ne croit pas à la République, il ne croit pas aux élections. Il croit à la violence, que Mélenchon appelle la conflictualisation. Il est antisémite. Et effectivement, j'ai raconté que l'antisémitisme de Voltaire... Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. On va s'arrêter sur ce dernier mot. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Où avez-vous vu une déclaration de Jean-Luc Mélenchon antisémite ? Eh bien, si vous avez lu la totalité du texte, vous verrez que j'ai fait savoir qu'après Auschwitz, on ne pouvait plus être antisémite comme on l'était précédemment sous Drumont. Oui, c'est ce que vous dites absolument dans le Figaro. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, je le dis depuis des années. Mais vous dites que ça se cache derrière l'antisionisme. Je fais savoir qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire, comme on le disait à l'époque de Drummond, que les Juifs ont les doigts crochus, que ça ne se dit plus, c'est plus possible, c'est plus tenable, y compris chez les antisémites. Ils vont vous expliquer que les Juifs, c'est l'argent, les États-Unis, le capital, etc., etc. L'antisionisme est de fait la forme que prend aujourd'hui. À quel moment avez-vous vu, par exemple, Jean-Luc Mélenchon parler des Juifs en ces termes-là, en expliquant que les Juifs, c'est l'argent, etc. Je vous parle de l'État sioniste, je vous parle du capital, du capitalisme, je vous parle de cette idée que quand ce sont des Juifs qui sont... Quand ce sont je le suis, on a le droit d'être anticapitaliste sans être fasciste, sans être stalinien, sans être... ça peut le faire aussi, je vous le concède. Simplement, c'est pas toujours le cas chez vous. Et donc, quand je donne des citations, je donne des citations sur Jaurès. Je me contente pas de le dire. Oui, mais là, je suis d'accord. Quand je regarde ce que vous dites sur Jaurès, très bien, il y a des citations. Mais non, mais pas ça. Il y a les citations. Quand vous arrivez sur Jean-Luc Mélenchon, où sont les citations ? Sur Sartre, on m'a demandé de faire un texte avec je ne sais plus combien de signes, et à un moment donné, où j'aurais pu faire un texte entier sur Mélenchon. Je fais un texte en expliquant sur 20 siècles d'antisémitisme comment les choses fonctionnent. Donc évidemment, j'aurais très bien pu vous trouver, tout le monde le dit sur les plateaux de télévision, le rapport à Corbyn, l'espèce de complaisance à l'endroit du Hamas en estimant qu'il est résistant. Non, mais si vous estimez que le Hamas est résistant alors qu'il y a eu un massacre qui relève des crimes de guerre, vous dites d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité, vous dites qu'à un moment donné, vous voulez quoi comme démonstration qu'il ait dit qu'il en avait marre des Juifs ou je ne sais quoi, ça ne se dit plus. Les gens sont assez malins.
c'est interdit par la loi et c'est fort heureux et je défends la loi Guesso. Je dis simplement que c'est plus subtil aujourd'hui et que lire entre les lignes, encore ce que vous appelez l'exégèse, vous avez parlé d'exégèse de cette manière-là. Heureusement que quelques-uns en font encore de l'exégèse et sont en dehors du militantisme et sont en dehors de l'idéologie. Il y a un moment donné, on est capable... Alors justement, en parlant d'exégèse, moi j'ai une petite citation à vous soumettre. C'est quelqu'un qui a écrit ça dans une interview. Il a écrit cela ne manque pas de sel de constater qu'en danger de mort, dans l'Allemagne nazie, les philosophes marxistes juifs qui ne voyaient que par Marx ne se sont pas précipités à Moscou quand il a fallu fuir leur pays, mais aux États-Unis, où, grassement financés et bien accueillis, ils ont poursuivi leur combat contre le capitalisme appointé par les milliardaires américains. Ainsi, Marx, Horkheim, Theodor Adorno, etc. Horkheim, Horkheimer. Comment Horkheim, Horkheimer. Mais c'est comme vous voulez, vous avez... Allez-y. La filé... personne qui a écrit ça, c'est vous. Oui, je le sais bien. Bah, heureusement, moi j'écris mes livres et je sais ce que je raconte. Je dis simplement... C'est pas un livre, c'est une interview. Oui, bon, enfin, j'ai fait une université populaire dans laquelle j'ai enseigné ça. Ah oui, vous avez aussi dit que les Juifs inventent le génocide. Ça, c'était dans une tribune dans Le Point en 2012. Vous avez aussi dit le monothéisme juif a une violence intrinsèque exterminatrice et que les Juifs inventent le génocide. Vous faisiez l'exégèse d'un texte Il va falloir que vous appreniez... Ah bon, voilà, heureusement, que vous appreniez le sens du mot exégèse et j'étais en train de rendre compte d'un livre de Jean Solaire qui disait ça. Non, alors justement, il y a beaucoup de gens... J'ai cherché... Pardon Pablo, mais là, on va rentrer dans des détails. C'est une polémique. Non, mais alors si vous pensez... Quand vous associez les philosophes juifs qui ont fui aux États-Unis, que vous dites qu'en fait ils sont omnubilés par l'argent. Alors, j'ai pas dit ça. Oh bah si, c'est ce que vous dites. Omnubilé par l'argent, le mot omnubilé s'y trouve. Ah bah ça y est, moi j'ai pas le droit de lire entre les lignes. Non mais je doute un peu de vos capacités à l'exégèse. Je dis simplement... Ou grassement financés et bien accueillis, ils ont poursuivi leur combat contre le capitalisme. Il faut que Michel Onfray vous réponde, Pablo. Je vais vous apprendre des choses, ça vous fera pas de mal. Ces gens de l'école de Francfort, Horkheimer, puisque vous avez du mal à le prononcer, peut-être qu'on l'a fait des... Non, pas lui. Si, c'est écrit, c'est dans la liste. Il est dans la liste, Günther Anders. Je vous parle de l'école de Francfort. Oui, mais il y a aussi Günther Anders. On va pas faire un cours de philo, on peut le faire. Je dis simplement que quand les marxistes juifs sont persécutés par le nazisme et qu'ils ont la possibilité de quitter leur pays pour aller aux États-Unis ou en Union soviétique, ils vont aux États-Unis où on leur donne des bourses pour travailler et faire l'éloge du marxisme soviétique. Un livre de Marcuse qui s'appelle Le marxisme soviétique. Donc je dis simplement que quand des gens ont le choix... C'est pas écrit comme ça. Mais, je vous invite à lire le livre. Votre lecture est pernicieuse. Non, c'est les fiches qu'on vous a faites. Mais je vous assure. C'est très facile à lire. Je veux dire, c'est un livre entier. Moi, je trouve ça profondément antisémite. Oui, ben voilà. Ça fait des années que vos copains estiment que je suis antisémite en permanence. En même temps, vous avez vu ce que vous racontez sur Voltaire, sur Sartre, sur Jean Jaurès. Tout le monde est antisémite parce qu'il y a une petite phrase. Le problème, c'est que mais moi, je trouve ça dramatique. Mais Sartre qui défend Septembre Noir, une petite phrase. Mais vous savez, l'antisémitisme n'a jamais été structurant en fait dans la gauche. Alors qu'il a été à droite. Septembre Noir, c'est l'attentat contre la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. Pablo, il faut qu'on avance. Ça n'a jamais été structurant dans la gauche, alors qu'il l'a été dans la droite et dans l'extrême droite. C'est une différence qui est très importante. Et moi, je trouve ça antisémite. Simone de Beauvoir travaille à Radio Paris. S'il vous plaît, messieurs, tout ce que vous racontez là, c'est dans le Figaro. Vous irez lire le Figaro dès demain matin ou ce soir en ligne, si vous le souhaitez. Il y a votre tribune, effectivement. Je veux qu'on en vienne à ce qui se passe ce soir au Proche-Orient. On verra dans un instant les dernières déclarations du ministre de la Défense qui explique que l'ordre d'entrée dans Gaza va intervenir. Une mise au point quand même, Michel Onfray. Vous vous définissez comme sioniste pro-palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je pense que quand on est sioniste, il y a quand même une question palestinienne et qu'on ne peut pas estimer. Je disais ça à une époque où, en amont, j'ai pas écrit ça il y a 2 jours. Et il faut régler le problème palestinien. Ce peuple a le droit à une terre. Je disais simplement qu'on pouvait aller voir du côté d'Albert Camus, qui lui avait proposé une solution pour que les Algériens, les Français, les gens qui vivaient en Algérie puissent vivre ensemble. Et ça, on l'a beaucoup oublié. C'est-à-dire, dans Actuel 3, il consacre ce volume-là à la guerre d'Algérie. Et tous ces gens qui sont déjà copains et qui disent il faut un État, il faut un drapeau, il faut un hymne, etc., se sont trompés. C'était Sartre, en fait. Et quand Camus nous dit on a la possibilité de s'entendre entre communautés pour fabriquer des fédérations, des confédérations. Regardez le modèle suisse qui rend possible des coexistences, des langues, des religions différentes. Et je disais, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Il n'est pas question d'assimiler, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple palestinien et le Hamas, ou le Hezbollah, ou les groupes terroristes. Et je disais, si nous voulons éviter qu'on puisse assimiler le peuple palestinien au Hamas, il faut entrevoir une solution qui serait confédérative. Je proposais cette solution confédérative. Aujourd'hui, ceux qui défendent les 2 États ne peuvent plus tenir la position des 2 États. Et qui plus est, quand vous auriez un État qui vise à détruire le second. Les États que vous soutenez là, ils estiment qu'effectivement, il faut détruire l'État d'Israël. Mais si vous dites « je soutiens des gens qui veulent détruire l'État d'Israël », vous n'êtes pas antisémite.
C'est quand même sidérant. Si l'antisémitisme ne consiste pas à dire il faut détruire l'État d'Israël, ou est-ce qu'on est Le problème, antisémite? c'est que si vous mettez en cause Pablo là-dessus, je vais devoir le faire répondre, évidemment, parce que l'accusation est tellement grave. L'accusation est tellement grave. Enfin, pardon, mais... On avait traité d'antisémite. Je veux dire, je rencontre... oui, vous avez répondu. Oui, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Je reste antisémite. J'ai donné des preuves sur les textes, mais je veux dire, je peux revenir sur... Ah ben non, mais... Non, mais... Moi, je suis pas du côté du Hamas. Non, mais je sais pas ce que vous ils l'ont entendez. été dans un Moi, je suis certain plutôt contexte. Fatah que Ce n'est pas Hamas. le même antisémitisme. Celui de Jaurès, c'est une position. Celui de Voltaire, c'est un moment de l'histoire et de lecture de l'histoire. Voilà, ce n'est pas le même antisémitisme. Aujourd'hui, il y a de vrais On antisémites. vous a pas attendu pour Il y a penser de vrais chronologiquement, antisémites aujourd'hui qui se réfugient derrière le combat palestinien et israélien pour stigmatiser Israël. Voilà. Il en est sûrement, et je Bien suis complètement d'accord avec vous, mais je ne suis pas certain que ça soit la majorité en fait des gens qui soutiennent aujourd'hui le peuple palestinien. Mais alors, Pablo, Pablo, si vous avez des chiffres, sortez-les. Il y a une vieille expression que française, excuse-moi, juste. Il y a une vieille expression française qui qualifie ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle la pierre de l'ours. Tu sais, cette histoire d'ours qui veut écraser une mouche qui est sur la tête d'un autre ours. Il prend un énorme pierre pour écraser la mouche et il tue. Ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas un service politique qu'il vient de rendre à Benzema. Par contre, je pense que Jean-Luc Mélenchon se positionne, il prend date et il prend acte en soutenant Benzema de sa lecture de l'histoire actuellement et je pense qu'il aura aussi des comptes à rendre sur ce tweet. Ce que j'allais dire, c'est Pablo, si vous considérez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas profondément antisémite, vous pouvez quand même admettre que c'est un islamo-gauchiste puisqu'il fait en sorte de plaire à un électorat qui est en effet un électorat qui en partie, lui, est antisémite. Voilà. Enfin, j'ai que voilà. c'est dit, c'est non. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je veux qu'on entende et qu'on voit cette scène ce soir. Le ministre de la Défense israélienne qui explique face à ces troupes, gilet pare-balles sur les épaules, que l'ordre va arriver. Organisez-vous, soyez prêts, les ordres arriveront. Merci beaucoup les gars, nous vous faisons confiance, bonne chance et nous nous reverrons. Quiconque voit Gaza de loin aujourd'hui la verra de l'intérieur, je vous le promets, c'est une promesse. L'offensive semble se rapprocher, on va rester prudent, l'offensive terrestre. Est-ce qu'elle peut fondamentalement, au vu notamment de ce que vous disiez juste avant, changer la donne ? Moi, je ne crois pas. C'est comme quand on a attaqué les Irakiens en estimant qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Il y a un moment donné où les causalités sont fausses. D'abord, on va bombarder un peuple indistinctement. Et l'idée de rendre un peuple responsable d'un parti, du Hamas, tout le peuple palestinien n'est pas derrière le Hamas. Il y a des gens qui résistent à ça. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. La gestion de la bande de Gaza par le Hamas est totalitaire. Elle est totalitaire. Je rappelle qu'on jette des homosexuels là-bas, je veux dire, dans la bande de Gaza, on jette des homosexuels parce qu'ils sont des homosexuels, du simple fait qu'ils le sont. Donc je veux dire, il y a un moment donné où quand la cause LGBT défend des gens qui balancent des homosexuels du 5e étage parce qu'ils sont homosexuels, il faudrait un peu réfléchir. Mais encore une fois, ils ne soutiennent pas le Hamas. C'est ça le problème. C'est que depuis tout à l'heure, vous faites ce raccourci-là aussi. C'est vous qui le faites, vous appelez ça des intersectionnels. Donc effectivement, les intersectionnels... Non, mais attendez. Vous dites vous-même que le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Exactement. Donc, si je poursuis, ceux qui défendent... laissez-moi poursuivre. Oui, mais attendez. Par exemple, le mieux, ce sera que je fasse. Non, mais attendez. Daniel Obono, par exemple, député LFI, elle a expliqué que Ce matin, sur France Inter, elle a quand même dit que c'était des résistants. Un acte de résistance. Ça, c'est une grosse connerie. Voilà, mais ça ne veut pas dire... Mais pour poursuivre ce que vous dites, ça ne veut pas dire que tous ceux qui défendent la Palestine, notamment dans les manifestations, défendent le Hamas. J'entends bien. Voilà. Mais il y a quand même un risque. Il y a un moment donné où quand vous êtes dans des manifestations antisémites et où les gens écrivent des slogans antisémites, vous êtes quand même là. C'est-à-dire, il y a un moment donné où vous êtes un peu responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Mais je dis simplement pour répondre à votre question et pas à la vôtre. La manifestation c'était mort aux Juifs. Bon, et alors on faisait semblant. Il y a eu mort aux Juifs ? Bien sûr. Ça, c'est inadmissible. J'ai rien d'autre à dire. Je ne savais pas qu'il y avait eu mort. Allez-y, Michel Onfray. C'était sur l'idée qu'effectivement, en bombardant les populations civiles, on va pas forcément bombarder les gens qui sont responsables. Moi, je suis pour que les gens paient quand ils ont commis des fautes. Un peuple ne paie pas pour des fautes qu'il n'a pas commises. Ce que dit Israël, c'est qu'il ne va pas bombarder les civils. La cible ne sont pas les civils. J'entends bien, mais simplement, comment vous faites quand vous envoyez des bombes et qu'éventuellement le Hamas vous dit vous restez ici, quand Israël dit on va bombarder tel endroit, je pense que tout le monde s'en va, et y compris les gens du Hamas. Donc vous faites ça pourquoi ? Éventuellement pour faire des gravats, pour pouvoir ensuite mieux pénétrer, pour aller détruire des tunnels en dessous. Je veux bien, peut-être qu'il y a des questions stratégiques de cet ordre-là. Je dis simplement qu'il y a quand même des grands responsables dans cette aventure, qui sont quand même l'Iran.
qui sont le Qatar. Donc, à un moment donné où on va bousiller des peuples, détruire des peuples indistinctement, il y aura des salauds, il y aura des ordures, il y aura des terroristes dans les gens qui seront tués, mais il y aura aussi des gens qui ne le seront pas. Et c'est déjà le cas. Donc, à un moment donné, on se dit, mais ça n'est pas une solution de se comporter de cette manière-là. Il faut qu'Israël puisse être indépendant, autonome. Il faut que, éventuellement, le Hamas soit décapité. Mais ceci dit, ceux qui rendent possible le Hamas, on fait quoi ? On fait quoi avec l'Irak, avec l'Iran? On fait quoi avec éventuellement le Hezbollah au sud du Liban? On fait quoi avec le Qatar qui paye? Aujourd'hui en France, il n'y a aucun problème avec les gouvernements du Qatar, avec les gouvernements iraniens. Donc je pense que souvent les peuples font les frais de l'hystérie des gouvernants. Et que moi je suis allé plein de fois en Israël et il y a plein de... Les peuples veulent la paix. Il y a un moment donné où le peuple israélien et le peuple palestinien, ils voudraient que ça se calme, tout ça. Sauf que, gouvernants... on était tout à l'heure avec Nicolas Poincaré, qui est rentré d'Israël, le grand reporter d'RMC, qui nous disait, là, après le choc, après l'horreur du 7 octobre, ce que veut aujourd'hui majoritairement la population israélienne, c'est d'aller à Gaza. C'est que son armée entre dans Gaza. Ça change la donne. Je veux dire que ça change la donne considérablement, ce qui s'est passé. Donc effectivement, on a la possibilité de reconsidérer l'histoire en se disant il s'est passé aussi d'autres choses. L'histoire avance et évolue. Quand vous avez la démonstration que le Hamas veut détruire l'État d'Israël, mais concrètement, et qu'il s'y prend comme il s'y prend, il est normal qu'Israël prépare une défense, une riposte. Simplement, je dis, est-ce que la riposte militaire, comme elle est prévue, moi je ne suis pas dans le détail des ripostes militaires, je ne sais pas qui va faire quoi, comment, de quelle manière, ce qui est prévu, évidemment. Je rappelle quand même qu'il y a des otages français et qu'on va sûrement les retrouver dans un sale état. Il y a 203 otages au total et plusieurs Français, on n'a pas de chiffre. Et le Hamas a dit, mais on en fusillera régulièrement. Alors moi, je ne sais pas comment Macron négocie, ceux qui négocient, CEX, qui négocie avec qui, est-ce qu'il y a des intermédiaires, est-ce qu'on prend langue avec le Qatar, avec l'Iran? Mais la difficulté, elle est là précisément, parce que vous disiez qu'il fallait se poser la question du Qatar, de l'Iran, etc. Pour négocier sur les otages, il faut passer par le Qatar, notamment. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben moi je ne suis pas président de la République. Non, je sais, mais vous êtes philosophe et là c'est quasiment un problème philosophique. Non, parce que là, c'est quasiment un problème philosophique. Moi je peux faire le kéké sur un plateau de télévision, simplement il y a un moment donné il faut être sérieux, il faut avoir les informations pour pouvoir dire des choses, sinon on n'est pas sérieux. Moi je ne sais pas ce que c'est le président de la République. Je ne sais pas ce qu'il sait. J'ose espérer qu'il sait plus de choses que moi sur ce sujet. Donc il doit négocier. Il avait l'air de le dire sans le dire tout en le disant. C'est d'abord un peu son style, donc c'est difficile de savoir ce qu'il en est véritablement aujourd'hui. Mais j'ose espérer qu'il avance, qu'il négocie et qu'il pense qu'il faut sauver ces gens-là. Et puis qu'il faut aussi quand la guerre a lieu, il faut toujours penser en termes de paix. Ça ne dure pas éternellement une guerre. Comment on va la fabriquer cette paix? Avec qui? Et avec quels individus? Les gens qui auront perdu des pères et mères de part et d'autre, etc. Ça va devenir difficile. Donc je pense que la France n'est plus crédible sur le terrain international. Macron n'est pas crédible et c'est pas sur lui qu'il va falloir compter. Mais il y a la Chine, mais il y a la Russie, il y a l'Inde également. Mais ils ont décidé déjà des choses, eux, plutôt sur ce terrain, ils ont déjà joué des cartes. Donc avec l'Iran. Oui, absolument. C'est là qu'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous dites, c'est les battements d'ailes du papillon, vous faites quelque chose ici, vous avez l'Iran qui bouge, vous avez la Chine qui va dire, mais nous, on va faire quelque chose. Donc je comprendrais très bien que aussi bien Emmanuel Macron, pour le coup, je vais le soutenir, que le chef de l'État en Israël, le pouvoir commence à dire, mais on fait quoi, on fait comment, et qu'est-ce qui va se passer? Sauf que ce discours-là, pour l'instant, alors Emmanuel Macron le tient, mais en Israël, ce discours-là, il n'existe pas, en tout cas au sommet de l'État. Il y avait juste après l'attaque du 7 octobre, l'ancien patron des renseignements qui disait, OK, il va falloir répondre, il y aura éventuellement une offensive terrestre à Gaza, mais dans le même temps, il faut qu'on propose tout de suite autre chose aux Palestiniens. Sinon, on n'avancera pas. Oui. Et sinon, ça se répétera. Et les horreurs du 7 octobre se répéteraient. Mais moi, j'ai des amis israéliens qui étaient pro-palestiniens, pour le coup, et qui étaient pour 2 États, et qui me disent, mais les 2 États ne sont plus possibles quand un État veut détruire l'autre. Et qui me disaient, mais il faut que la Cisjordanie et la Jordanie, et que la bande de Gaza et l'Égypte puissent être pensées de manière un peu sur une logique un peu séparatiste. Moi, je propose je ne vais pas donner son nom, c'est un ami, mais je veux dire, je trouve cette solution intéressante, mais l'Égypte a dit non, et puis la Jordanie a dit non aussi. Donc, effectivement, il faut avancer. Et puis, je ne suis pas sûr que les Palestiniens diraient oui. C'est pas impossible, oui, aussi, bien sûr. Non, mais il y a un moment donné où il faut penser aussi avec Mahmoud Abbas. Il existe Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne. On pourrait le remettre en selle aussi en lui disant, mais reprenez la main, on vous donne les clés. Vous parlez de lui dans votre tribune aujourd'hui? Oui, il écrit une thèse négationniste en 1983 soutenue en Union soviétique. Voilà. Bon. Et récemment, il a eu la médaille la plus élevée, enfin le grade le plus élevé d'une médaille à Paris des mains d'Anne Hidalgo. Et quand Anne Hidalgo, mais vous dites vous-même, on pourrait le remettre en selle?
Ah oui, et vous allez négocier avec les Palestiniens, et qui sinon? Vous voulez un Palestinien qui soit quoi? Un Palestinien qui soit un juif israélien? Ça va pas le faire. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement négocier avec des gens qui ont renoncé, éventuellement, qui ont plus ou moins renoncé à l'usage des armes. C'est comme ça que ça se fait, la guerre. Je veux dire, vous la faites, puis à un moment donné, il va falloir l'arrêter, et à un moment donné, il va falloir faire la paix. Il y a des gens avec lesquels on peut pas faire la paix. Donc il faut y songer aujourd'hui. Et je ne vais pas insulter le gouvernement israélien, ils sont en train évidemment d'y songer. On n'est pas des militaires abrutis en disant on y va, etc. On se dit si on fait ça, il se passe quoi? On teste auprès des Américains, on teste auprès des Iraniens, on fait savoir aux Iraniens, l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, il y a de la politique, il y a de la diplomatie avant qu'on envoie les guerriers ou les militaires. Alors quand on dit il y a des problèmes de météo, non. Quand on dit c'est imminent, ça fait 4 jours que les journalistes disent que c'est imminent. Si c'est pas imminent, c'est que effectivement il y a des négociations au plus haut point. Et fort heureusement, j'ose espérer que les négociations et la diplomatie permettraient, parlons conditionnel plutôt qu'au futur, mais d'épargner des populations civiles. Charles. Non, mais je pense que c'est un problème quand même totalement insoluble. Comme le rapportent beaucoup tous ceux qui vont là-bas, la haine est énorme des deux côtés. La haine de beaucoup d'Israéliens contre les Palestiniens, les Gazaouis, le Hamas. La haine dans l'autre sens. Le Hamas qui est devenu un mouvement fanatisé comme Daesh. Ça n'est plus une organisation politique et encore moins... N'en déplaise à Daniel Obono, une organisation de résistance. C'est une organisation fanatisée islamiste comme Daesh. Donc c'est pour ça que la priorité, c'est quand même d'éradiquer cette organisation comme on a fait avec Daesh. En fait, on peut pas continuer Qui n'est pas laisser, qui n'est pas, oui, mais qui a quand même l'État islamique en Irak. Ça c'est pas ce que c'était, c'est pas aujourd'hui ce que c'était il y a 10 ans. Heureusement. Il y a un mec à Bruxelles qui allait tirer en se revendiquant de l'État. Oui, mais oui, d'accord, mais Boutchkov à Arras, c'est revendiqué. D'accord, mais ils ont quand même été très affaiblis. Et puis il faudra voir aussi que la haine, le sentiment, on voit d'ailleurs les batailles, même un peu de communication sur les réseaux sociaux, le sentiment anti-israélien, il va malheureusement beaucoup monter aussi à cause de l'offensive israélienne qui va faire des morts comme elle en a déjà fait. Et vous aurez toujours des gens qui auront le sentiment que pour les commentateurs que nous sommes, pour les hommes politiques, pour l'Occident en général, une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes réactions et la même émotion quand un Palestinien mourra de l'offensive israélienne que quand un Israélien aura été tué par l'offensive du Hamas, à la différence près quand même que les soldats israéliens ne tuent pas à bout portant des enfants à la Kalachnikov, comme l'ont fait les gens du Hamas, et c'est quand même quelque chose qui doit être dit. Mais donc ces haines vont se cristalliser, et c'est voilà, c'est ce conflit qui dure depuis des décennies, va durer des décennies. On est presque au bout. Lisa Adef nous attend juste derrière vous, Michel Onfray, pour nous dire, Lisa, ce qui va faire la une demain. Demain, le terminal de Rafah ouvrira pour laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. C'est la seule ouverture sur la bande de Gaza qui n'est pas contrôlée par Israël. Depuis plusieurs jours, des dizaines de camions remplis de tonnes de vivres sont en attente dans le désert égyptien. Et cette semaine, c'était mercredi, le président américain disait avoir obtenu un laissez-passer pour jusqu'à 20 camions, mais la route pour les acheminer était en travaux, elle était détruite après des bombardements israéliens. Demain, attention, si vous habitez dans le sud-est de la France, plusieurs départements sont en vigilance orange et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge, vous le voyez. Vigilance rouge, pluie et inondation. Le département est aussi concerné par un risque de vague submersion. Les cours sont annulés à Cannes Université. Les EHPAD du département se préparent et il y aura d'autres perturbations. Écoutez le préfet des Alpes-Maritimes. Nous avons demandé également l'évacuation des campings dans les vallées et tous ceux situés en zone inondable. Les routes potentiellement submersibles ou considérées à risque en raison de travaux vont être fermées. Les transports en commun du littoral sont maintenus, mais ceux dans les vallées seront interrompus par mesure de sécurité. L'ensemble des centres commerciaux du département seront également fermés pour la matinée. L'alerte est prévue jusqu'à 18h demain. Et enfin, un peu de sourire. L'album tant attendu des Rolling Stones sortira demain, Hackney Diamonds. On avait déjà eu un petit aperçu d'album sur BFM TV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maxime, on avait eu le clip. Single. Le clip et le single qui était sorti le 6 septembre dernier. Écoutez un petit extrait.
J'ai déjà oublié le nom de l'actrice. J'en étais sûre. Sydney Sweeney. Merci, Vous vous merci souvenez dans beaucoup. quoi elle joue? Non, je sais plus. Dans la Une série série. Euphoria. Voilà, je vais y arriver. Un jour, je retiendrai tout ça. Ouais, Merci il y a 12 beaucoup, titres sur Elisa l'album, Adep. on Michel entend. Onfray, les Rolling Stones? C'est nul, les Stones. C'est nul. Non, on déclenche pas ce débat-là maintenant. nul. On peut pas. Merci, Michel Onfray, d'avoir été notre invité C'est pas de ce la soir. musique. Je vais montrer votre livre, votre dernier livre. Le voici, Le fétiche et la marchandise. Merci d'avoir été avec nous et à lire aussi également demain dans le Figaro. Merci d'avoir été avec nous ce soir.